Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Cette semaine, on accueille un des personnages les plus extravagants du poker français, un des personnages aussi les plus connus et les plus controversés, mais extrêmement attachants. Aujourd'hui, c'est Guillaume Darcourt pour sa première partie où il va d'abord nous parler de lui et de son poker. Guillaume Darcourt, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Beaucoup de choses à dire sur toi et ton parcours. On va déjà revenir sur ce qui s'est passé récemment. Il y a quelques mois, tu étais parti faire un break. T'es revenu. T'es pas revenu pour rien, puisque tu as gagné un WPT National Series. À la dernière main, quand à la fin tu fais couleur, et que là, ça y est, tu l'as gagné, c'est quoi ta première pensée? C'est enfin, ça y est, c'est revenu? Non, c'est pas enfin ça y est, c'est revenu. Ça, je me le suis dit pendant tout le tournoi, mais c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai pas eu de doute sur ce tournoi, tu vois. Donc, je suis heureux. Bon, bah, t'as gagné, tu sais ce que c'est. C'est un moment intense qui va rester pour toujours. Mais c'est pas enfin ça y est, c'est revenu. Parce que j'ai trouvé que j'ai été solide pendant tout le tournoi et que j'ai pas eu de doute à l'approche de la table finale. Je me sentais vraiment bien, donc non. T'es le premier à gagner 2 WPT. Un WPT, c'est un National Series et un grand WPT, mais t'es quand même le premier Français à faire ça. Ouais. Tu penses à ça quand tu le gagnes sur le coup Non. Et après, quand on commence à t'en parler, tu te dis Non. j'ai un peu marqué le coup ou non, peu importe, ça reste personnel. Non, c'est une victoire, une belle en France, donc ça me fait plaisir. Mais non, je pense pas au titre dans ce sens-là. Ça, c'est tellement incomparable avec ce que vient de faire Roger avant-hier, tu vois, que c'est anecdotique, quoi. Un WPT, un national. Bon. Qu'est-ce qui change entre ta victoire à ce WPT et celui d'il y a quelques années? Là, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a quelques années, c'est la première. C'est une ambiance particulière. Personnellement aussi, c'est une ambiance particulière parce que je sors d'un moment un peu compliqué où je travaille beaucoup, mais ça paye pas tellement et je commence à vraiment me poser des questions. Et puis bon, bah, c'est pas en France, il y a peu de Français, mais les Français qui sont là, ils sont vraiment à fond. Il y a des gros joueurs à la table avec des palmarès lourds en table finale. Donc là, là pour le coup, ça y est enfin. Vraiment, ouais. Le premier qui te rassure, ou il te dit, il te rassure, il te légitimise, pour toi c'est... Il me légitimise déjà, ça clairement, parce que bah... Vous n'étiez pas beaucoup Ouais, mais ça, c'est pas trop un problème, mais je suis quand même, déjà encore aujourd'hui, pas mal décrié, mais alors à l'époque, sans palmarès, avec, je sais pas si tu te souviens de ça, une chronique à ce moment-là dans Poker VIP avec Stéphane Gérin, où je raconte des coups complètement invraisemblables qui m'arrivent et Stéphane en face qui apporte le côté technique puriste. Donc je me moque de moi en fait là-dedans, mais il y en a beaucoup qui prennent ça au premier degré et du coup j'ai une image absolument abominable. Donc je me souviens que le jour où je gagne, où il y a des posts partout sur internet pour me féliciter, il y a notamment des mecs qui sur les posts de victoire qui viennent m'insulter. Donc il légitimise d'une certaine façon, ça c'est sûr. Et ça j'en ai conscience à ce moment-là. Alors ton image justement, t'as souvent été, on va dire, tu as tes aficionados, c'est les gens qui te détestent, on va dire, autant par rapport à ton style de jeu qu'à ta personnalité. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prémédité quand tu as commencé un petit peu à être médiatisé, etc. Ou t'as
Non, t'es simplement resté naturel et c'est les conséquences de ta personnalité qui ont fait C'est que... toute ma vie. Non, j'ai toujours été comme ça. T'arrives pas dans le poker et tu te dis, tiens, à partir de maintenant, je vais avoir une grande gueule. Si tu sais pas faire ça depuis tout petit, tu peux pas y arriver. Donc, j'ai une grande gueule. Je laisse aller mes émotions, mes intuitions ou plein de choses comme ça. Je pense pas être quelqu'un d'exubérant pour autant, tu vois. Mais je dis ce que je pense. Et ça déjà, effectivement, dans tous les milieux, quand on a un qui sort du lot et qui parle un peu plus fort que les autres ou qui dit des trucs qui sont pas toujours très politiquement corrects, il y a ceux qui disent ah bah bravo, enfin un gars qui parle, qui dit, et puis il y a ceux qui se mêlent celui-là et pourquoi il l'ouvre quoi. Donc c'est normal. Après ça, il se trouve que j'ai un jeu effectivement un peu particulier où pendant des années les gens disaient que je savais pas jouer, que je faisais n'importe quoi, etc. Ce qui m'allait très très bien. Parce que en fait, Mais il peut faire ce que tu veux, au moins. ils ne comprenaient pas ce que je faisais, c'est tout. Moi, je le savais. Alors, le risque de ça, c'est que des fois, effectivement, ça t'échappe. Parce que c'est mal contrôlé, parce que tu es porté par un truc, parce que, comme l'ont dit ou écrit plein de personnes, l'ennemi de Darkour, c'est Darkour. Et quand je commence à faire du Darkour, on sait, ça se pue, ça... Voilà. Ça peut monter une tonne et ça peut... Ouais, mais ça toujours. J'ai battu un record, je crois, récemment, au WPT de Marrakech. Je le raconte parce que même moi, celui-là, il m'étonne quand même. Donc je rentre 4e niveau, donc 30 000 jetons de départ, et 50 minutes plus tard, j'ai 230 000. J'avais jamais fait ça. J'en avais fait d'autres, hein, mais celle-là, je l'avais pas faite. Bon, j'ai sauté au 11e, hein, donc on a fait bien comme il faut du début à la fin. Mais 50 minutes plus 200 000, j'étais assez content de moi et du coup j'étais trop content de moi. Et du coup, comme d'hab, un petit excès de confiance, petite crise d'ego, un petit machin et pouf, un coup que tu perds ou t'as pas de chance et puis derrière ça s'enchaîne quoi. Voilà. D'un autre côté aussi, il y a quand même une génération de joueurs qui s'est un petit peu inspirée de toi, qui quoi qu'on en dise, ont aimé ton personnage et aimé ton style de jeu. Ouais. Est-ce que ça, tu t'en rends compte et est-ce que ça, tu as l'occasion de le voir? Bah oui, parce que forcément, surtout quand tu es décrié pendant un moment, quand tu commences à avoir des messages de soutien, tu les vois et puis tu essayes d'y avoir quand même un petit peu plus d'importance que les autres. Et puis avec le temps, oui, je vois beaucoup de gens qui m'envoient régulièrement des messages, notamment beaucoup qui démarrent et qui me demandent des conseils sur... Alors, j'arrête pas de leur dire, non, si tu démarres, il y a des choses qu'il faut pas faire tout seul. Donc, je peux pas donner des conseils comme ça, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, mais c'est pas à moi qu'il faut demander. Mais je vois, et puis après il y a eu les cheveux roses, ça, on ne voit pas toi, mais... T'as fait des émules. Mais voilà, pendant 2 ans quand même, j'ai eu je sais pas combien de personnes qui se sont teints les cheveux en rose, qui m'ont posté les photos sur Facebook pour me le montrer et tout, donc ouais. Et puis bon, je vois quand même, je circule quand même assez... à l'année pour voir effectivement ça fait quelques émules sur les tournois ou même dans la rue, souvent dans les gares, dans les aéroports où il y a des gens qui me reconnaissent, qui viennent me voir, tout ça, donc je vois que c'est pas anodin. C'est le truc de ces personnalités là quoi, c'est tu aimes, tu détestes, voilà, c'est tout. Donc moi je suis un mec vrai, je parle sans préméditation on va dire. Ça plaît ou ça plaît pas, et puis c'est tout. Ça fait donc 7 ans, même un petit peu plus de 7 ans maintenant que tu es sponsorisé. Je sais plus, un petit peu moins par là. Ouais. Donc tu es un très très ancien du sponsoring, t'as connu le .com, l'arrivée du .fr, t'es en train d'en connaître un peu
déclinaison, on va Le dire, déclin. le déclin un petit peu. Au tout début, là, quand les premières années où tu es sponsorisé, c'était avec 880 poker, non, Un c'est peu ça. moins. 770. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je confonds les deux. Et je me rappelle d'une interview où t'expliquais qu'en fait, tu rentres dedans presque par hasard, en fait, au niveau du sponsoring, un petit peu, non? Ah ouais, mais complètement. Je fais un truc qui est impossible à refaire depuis des années. C'est que je sais pas jouer. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué au poker fermé, au hold'em, rien. Euh, on me montre un logiciel sur internet. Et puis, je trouve ça amusant. Je le télécharge, je mets de l'argent. Je vais me mettre aux grosses limites tout de suite parce que s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que en gratuit ou à limite faible, enfin très faible, parce que font normalement les gens qui démarrent, bah c'est tapis toutes les mains. Donc bon, là, je vais aller jouer au loto plutôt. Et donc voilà, et je joue en 5-10 d'entrée, donc je me fais démonter, hein, t'inquiète pas de miracle, hein, je suis pas un génie. Donc, mais je suis fier de moi, je perds pas autant que j'aurais pu, tu vois. Ouais. Mais quand Finalement, même- avec le recul, tu te dis, t'as perdu le minimum. Ouais, non, ça m'a coûté un peu d'argent, hein, Ouais. faut être clair quand même. Mais au moins, j'ai appris. Et puis, bah, c'est un peu ça le problème, c'est que j'ai sauté des étapes, donc j'ai pas toutes les bases. Et je joue un peu comme on aime, tu vois. Poker feeling, quoi. Avec les trucs que j'imagine moi, avec les trucs que je peux observer, mais sans base technique réelle ou Ouais. minime, quoi. Donc voilà, et puis il se trouve que bah, très vite, le tournoi m'attire un peu plus que le cash game, et que évidemment, bon, bah, ça, pour toutes les questions de personnalité qu'on connaît, rester derrière un ordinateur, c'est sympa, mais il y a des gros tournois live, il y a des sites qui proposent des qualifs pour ces tournois, et c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Donc je commence à jouer les satellites, et en fait c'est 6 mois après avoir joué pour la première fois au poker que je gagne un package pour un EPT. Donc voilà mon premier tournoi EPT de Londres. Donc avec 770. Et puis arrivé là-bas, je tombe sur la team 770. À l'époque, c'est Thomas Fougeron et Pascal Perrault. On s'entend bien, on passe 4-5 jours très sympas ensemble. Et puis c'est là qu'il me lâche, écoute, ça fait un moment que 770 veut agrandir la team. Je te cache pas que tous les mecs dont il nous parle, ça nous emmerde d'être à l'année Avec eux. avec eux. Toi, t'as l'air sympa. Je vais leur parler un petit peu de toi. Puis, si t'as du monde au téléphone, dis-leur que ça s'est bien passé. Ok. Et je rentre, et coup de bol extraordinaire. Dans la même semaine, je prends un deuxième package pour un. Je sais plus quel tournoi, je me souviens que c'était en Afrique du Sud, tu vois, mais. Ah oui. Ouais. Et là, il y a 770 qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai entendu que ça s'était bien passé à Londres avec la team. Tu nous prends 2 satellites en 15 jours. Faudrait peut-être qu'on regarde si on peut faire quelque chose ensemble, etc. Puis bon, après, ma personnalité collait plutôt Bien avec eux. On a eu envie de faire des choses ensemble. J'ai donné pas mal de mois sur plein de sujets divers et variés. T'as été capitaine, même, il me semble. De la Et team. alors, je suis rentré donc au départ dans la team 770. Ça s'est fait petit à petit. Après, c'est mon pote Stéphane Gérin qui est rentré dans la même team. Donc là, on était 4 et là, ça commençait vraiment à être sympa. Et puis, ouais, 2-3 ans après, quand j'ai eu une légitimité avec ou un peu avant, ou par là, je sais plus. Et j'ai été capitaine de 770. Voilà. Et puis bon, après, ça s'est enchaîné, il y a eu des résultats qu'on suivi et tout ça, et voilà, c'était lancé. Mais je ne serai jamais assez reconnaissant à 770 de m'avoir payé mon apprentissage, quoi, parce qu'en fait, pendant 2 ans, j'ai pas fait de résultats ou très peu. 12e place au premier PPT, 2e d'un side de PT. J'ai gagné un tournoi à l'aviation pendant le Hold'em Series. Voilà, j'avais 3 lignes, quoi. Hein, c'est tout ce que j'avais en C'est pas vilain, déjà, en hein. 2 ans. Il y en a qui l'ont pas en 10. Hein. Ouais, mais bon, il y avait
par rapport, le sponsoring était quand même assez rare hein, à ce moment-là. Donc les joueurs sponsorisés, il n'y en avait pas des masses. Et forcément, ceux qui étaient sponsorisés, c'était des grands, quoi. Et puis au milieu d'eux, il y avait moi avec 3 lignes, tu vois, donc ça collait pas. Alors bon, je compensais par d'autres choses, certes, et c'est pour ça que 770 m'a gardé. Hein, c'était pas non plus pour me faire plaisir, et là, mais en attendant, c'est comme ça que j'ai appris et j'ai pu apprendre au haut niveau, puisque je jouais des tournois européens, mondiaux prestigieux, alors que j'avais clairement pas le niveau, bien sûr. Mais très vite, on a l'impression que tu as compris la force de la médiatisation et de l'image. Même quand on revoit tes premières interviews sur YouTube, Dailymotion pour 770, etc., on se rend compte que le personnage est là, et très vite, on a l'impression que toi, tu as compris quelque chose que les autres ont mis beaucoup plus de temps à comprendre, surtout en France, c'est la force de l'image et la force du discours, quoi. J'ai compris ça d'autant plus tôt que quand j'étais plus jeune, je voulais être comédien. Donc j'ai pendant des années fait comme tous les apprentis comédiens sérieux. J'ai pris des années de cours dans des grands cours. J'ai couru de casting en casting. Donc si tu veux, pendant longtemps, j'ai baigné là-dedans et je sais effectivement quel est le pouvoir de cette médiatisation, etc. Maintenant, encore une fois, moi ce que j'ai amené, c'est à l'époque à 770, le fait de faire des interviews, de les présenter, de les animer vraiment et dynamiquement, parce que je savais faire ça. Maintenant, je ne me suis pas créé un personnage pour autant, j'y suis allé comme je suis et comme j'aimais que ça rende, tu vois. Donc avec ce dynamisme-là, avec des trucs qui n'étaient pas formatés à lire bêtement ou des choses comme ça, et j'ai fait plein de trucs, et j'ai notamment fait, je ne sais pas si c'était à ça que tu faisais allusion, le coup de gueule que j'avais poussé à Deauville à ce moment-là, où bon, mais encore une fois, ce sont pas des choses préméditées, c'est juste que à ce moment-là, j'avais envie de dire ça, et puis voilà quoi. Je le disais sans caméra, j'avais ces vidéos sur 770 pour m'exprimer, donc il n'y avait pas de raison que j'ai un discours hors caméra et qu'à la caméra je dise autre chose. Et j'ai juste toujours fonctionné comme ça. Donc voilà, donc oui, j'avais compris ça parce que c'était mon boulot et c'est ce que je pouvais apporter à ma room, puisque je leur apportais pas des résultats ou une couverture médiatique importante dans le monde entier ou des choses comme ça, tu vois. Donc ce que je leur apportais, c'était ça, parce que ça, je savais faire, ça me parlait, puis j'aimais bien. Puis c'est novateur. Ouais, et de la même façon, ce que je te disais, la chronique qu'on faisait avec Stéphane Gérin, c'était un truc, pareil, très novateur. Moi, je me souviens que Poker VIP tenait absolument à cette rubrique, que dans ce qu'ils recevaient comme mail de courrier de lecteurs, etc., il y avait une grosse partie de leur courrier qui était liée à cette rubrique-là, qui l'attendait, qui la critiquait, qui très souvent que ça amusait énormément. Il me faisait suivre les mails, tout ça. Il était vraiment pas rare, il était même très fréquent que tous les mois on reçoive des messages genre ah j'ai lu ton truc, mais alors qu'est-ce qu'on a rigolé avec des amis, etc. Et c'est vraiment un truc génial, continuer, etc. Donc il y avait tout ça, tu vois. Donc 770 finalement rentre pas dans le marché français, ou pas l'agrégation de l'Argel, enfin il y a un bisbee. Ils décident de pas y aller, ouais. comme beaucoup auraient dû. Comme plusieurs, et comme plusieurs auraient dû, ou comme plusieurs savaient qu'il fallait pas y aller, mais ils n'avaient pas le choix. Donc finalement le contrat s'arrête, et il me semble dans l'interview que tu expliquais même qu'après le contrat, il t'avait encore sponsorisé quelques tournois, c'est ça? En fait... pour te remercier, enfin il y avait... En fait, on venait de signer, au début de Vegas, on venait de signer un nouveau contrat pour l'année à démarrer, puisque chez 770, la saison elle démarrait grosso modo au 1er septembre, il n'y avait pas de tournoi au mois d'août encore à l'époque, et elle s'arrêtait au World Series. Donc avant le démarrage des World Series, début juin, on signe le nouveau contrat, et puis c'est après qu'il m'informe
que je décide de ne pas prendre la licence. Tout en me disant que ça ne change rien au contrat qu'on a, parce que ils reviendront à un moment ou un autre, ou de toute façon il y aura du 770, même si c'est pas du point .fr, bien sûr des tournois. Donc, mais effectivement, ils veulent pas que j'aille ailleurs, ils veulent pas me perdre, et puis moi je suis très bien avec eux aussi. Donc je démarre la nouvelle saison officieusement avec eux, puisqu'on démarre avec le Partouche Poker Tour, qui est un tournoi en France. Donc là, ils n'ont pas de room, ils peuvent pas afficher 770, donc j'y vais sans logo. Ah oui, vu qu'ils sont pas trop en France, toi tu peux pas porter leur... Je peux pas porter le logo, puisqu'ils ont que du .com, et c'est totalement illégal en France, encore aujourd'hui. Donc je peux pas porter de logo. Et les premiers tournois que je fais en début d'année, ce sont des tournois sans logo, mais c'est là que c'est amusant, payé par 770. Et ça n'a rien d'officiel. Moi je le sais, j'ai pas le droit de le dire. Donc effectivement, c'est une situation de sponsoring encore là aussi. Il hésite, il n'y a que toi pour ça. Exactement. Exactement. Et il se trouve que c'est à ce moment-là qu'arrive PMU, qui me propose un projet formidable, et je m'emballe tout de suite, et maintenant je suis quand même sous contrat malgré tout avec 770. Donc il y a une grande discussion avec eux, et bon, on a toujours eu des discussions franches et avec le temps de plus en plus amicales. Donc il comprend très bien que pour ma carrière poker, on ne peut pas rester comme ça des mois sans logo, quoi. Donc même si j'ai un contrat, mais à partir du moment où je ne peux pas le dire, c'est sûr que... c'est même un désavantage pour ton image, quoi, parce que ça fait la personne qui le juge comme ça très bien. Et puis c'est vrai que c'est PMU, c'est pas une petite room locale là, donc il me laisse aller, tout en me réaffirmant leur soutien pour la suite, leur amitié, comme moi d'ailleurs, et que pour eux, je fais partie à vie de la famille. Et c'est ce que je pense aussi, c'est comme ça que je l'ai toujours ressenti, et encore aujourd'hui. Tu arrives chez PMU, ouais. Tu arrives au tout début de PMU, c'est dans les tout premiers, tu es le capitaine aujourd'hui, encore, de la team. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu es arrivé il y a 3 ans maintenant, et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans la team? Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont PMU voit le poker pour toi en 3 ans? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et au moment où on fait cette interview-là, il y a des nouvelles questions stratégiques, d'importance, d'avenir. Non, je ne peux pas vraiment discuter là tout de suite, donc c'est une question un peu déstabilisante. Alors qu'est-ce que je peux t'en dire? Non, écoute, déjà très logiquement, tu abordes pas les choses de la même manière entre un marché nouveau, donc c'est la problématique de PMU et des autres rooms en 2010, quand l'Argel est constitué pour réguler le marché poker et donc l'autoriser. C'est que des rooms qui ne connaissent pas ce marché régulé, voire pas du tout le marché du poker, c'est le cas de PMU. Donc PMU a un autre problème par rapport à d'autres, qui est de crédibiliser son image sur le poker, puisque évidemment, PMU c'est des courses. Je me rappelle à ce moment-là, les premiers tournois, quand on arrive avec nos beaux écussons flambants neufs comme ça, PMU. Le premier tournoi c'était Amnéville, et alors j'étais harcelé par Anthony Lelouch. À chaque fois qu'il me croisait pendant 3-4 jours, là, il y a une idée de comment il m'appelait? Cheval? Comme ça. Donc, tu veux, je me suis retourné pendant des semaines sur les mecs qui me faisaient. Donc tu vois, il y avait quand même un vrai problème. Il y avait une image à travailler. Voilà. Il y avait une vraie problématique de crédibilisation de PMU dans le poker. Donc ça c'était notre boulot. Donc c'était un challenge aussi. Ça aurait pu ne pas prendre. Donc ça, je pense qu'on l'a bien réussi. Et forcément, toutes ces choses-là, c'était la problématique du départ. 3 ans après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est sur un marché morose, en berne, ce que tu veux. Il n'y a pas de terme aujourd'hui. C'est une catastrophe pour tout le monde, le marché du poker online.
Donc forcément la stratégie n'a plus rien à voir 3 ans après, une fois que PMU a déjà bien installé déjà son image poker, qu'il n'y a plus de questions. Aujourd'hui, personne ne se pose la question de la crédibilité de PMU sur le secteur du poker. Donc la problématique est plus la même. Donc il va y avoir des changements stratégiques effectivement dans la façon de communiquer. Et dans la façon de communiquer, tu as les pubs, tu as la team pro, tu as les orientations de choix de tournoi, puisque PMU sponsorise des événements, en crée même. Donc voilà, tout ça, ça va être ajusté et ça arrive aujourd'hui. Voilà, les 3 premières années, c'était la première phase. Maintenant, on est dans la deuxième. Voilà. Elle n'est pas spécialement agréable. Parce que tu vois un petit peu des rooms à droite à gauche qui ferment les unes après les autres, de moins en moins de joueurs sponsorisés. Là, je te parle effectivement pour le côté circuit live, mais si tu creuses un petit peu, tu vois que les budgets d'une manière générale sont en baisse un petit peu partout, que c'est moins la joie de vivre que ça l'était au départ, ce qui est normal aussi. Alors justement, là, revenons un petit peu à toi. Comme on dit, ça fait 7 ans que comme on le disait, ça fait 7 ans que tu es sponsorisé. Ouais. Donc tu as vu tout le marché français arriver, être prometteur, et puis un peu tout spiou aujourd'hui. Est-ce que quand le marché français s'ouvre, tu t'attends à ce que 3 ans plus tard on en soit là? Alors que c'était un marché qui avait l'air d'être plein de promesses, quoi. Je m'y attends d'une certaine façon. Je m'y attends parce qu'en vérité, c'est écrit. Fiscalement parlant, le problème, il est là aujourd'hui. Fiscalement parlant, on sait où on va et on sait qu'on va dans le mur. Et d'ailleurs, si on reprend toutes les personnes qui se sont exprimées à l'époque, on peut reprendre la conférence de presse de Marc Simoncini, associé de Winamax, qui décrit très bien cette situation et qui dit très clairement les choses. Il dit « Je vais sur un marché régulé où je suis obligé d'aller parce que ma marque, elle est française, mais je sais que je ne vais pas gagner d'argent. Voire je vais en perdre, et si j'en perds trop, si j'en gagne pas assez, là, je vendrai Winamax. » C'est ce qu'il dit. Et on ne peut pas dire qu'il se trompe à ce moment-là. Et beaucoup le savent déjà, simplement ils sont obligés d'y aller. Donc de ce côté-là, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. Maintenant, évidemment, quand tu fais un business comme celui-là, t'espères. Tu peux pas le monter non plus en te disant on va pas se battre, on va quand même y arriver. On espérait encore à ce moment-là qu'il y ait des discussions sur le calcul des taxes et des choses comme ça, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Enfin, tu te dis plein de choses. Donc tu y vas, malgré tout, plein d'espoir, avec plein de bonnes idées, envie de faire des bonnes choses, et tu dis, ça va passer. Et à l'année, tu travailles pour que ça passe. Donc forcément, tu es là-dedans, et forcément, tu y crois. Maintenant, quand tu regardes 3 ans après et que tu vois le truc, tu dis, pas de miracle. Le fisc, toi, tu as été un des premiers à en parler il y a quelques années déjà, Ouais, en prévenant les joueurs, en disant une interview, méfiez-vous, un jour ça va arriver. Ouais. Et le jour de gloire est arrivé, effectivement. Ouais. Est-ce que, je sais que ça t'a pas surpris, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça? Complètement. Même, je dis même des choses encore pires qui sont pas arrivées et qui, à mon avis, arriveront. Mais oui, je m'attendais clairement à ce que ce soit comme ça, et c'est une évidence. C'était une évidence. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, quand je commençais à en parler, on est à 2 ans des premiers contrôles fiscaux, et pourtant, je le dis haut et fort, partout. Et on regarde, Il est gentil, mais... Voilà, et c'est ça. Et après, une fois que tu y es, tu te dis, oui, mais bon, ça ira pas plus loin. Et aujourd'hui encore, il y a encore des tas de joueurs qui sont contrôlés, emmerdés, redressés, et qui continuent à y croire, à dire non, mais ça va passer, hein, de toute façon, parce qu'ils ont tous une bonne raison. Comme à l'époque, quand je leur parlais, ils avaient une bonne raison de me dire qu'à eux, ça leur arriverait pas.
Et aujourd'hui, il continue à me dire, oui, mais moi, c'est pas mon activité principale, ah oui, mais moi, je suis pas professionnel, oui, mais moi, je suis pas sponsorisé, ah oui, mais moi, ceci, ah, mais... Donc, on est dans un truc, pour moi, complètement hallucinant, où personne ne veut se rendre compte de ce qui se passe, de ce qui va se passer, et du fait que c'est un combat qui est totalement perdu d'avance. Dire pour toi, ils finiront forcément par payer. D'une manière ou d'une autre. Mais, enfin, je sais pas, comment Je sais pas, t'as certaines personnes qui disent que devant la Cour européenne, ça tiendrait pas, que... Ouais, c'est vrai que le fisc français, il fait beaucoup de considérations comme ça, puis il est très humain, et effectivement, quand on lui dit c'est pas bien, il dit ah bah oui, alors c'est pas bien, j'arrête. C'est vrai, c'est régulièrement comme ça que ça se passe. Moi, je sais pas, moi la seule chose qui m'étonne, c'est que, je vais vous dire, ils ne soient pas arrivés directement à la caisse des tournois, attendre les joueurs dans les places payées et leur prendre le poney. C'est les seules choses qui m'étonnent, qu'ils n'aient pas encore fait. Mais ça va venir. Donc, faut réaliser contre quoi ces joueurs-là ont l'intention de se battre, ou même s'ils n'ont pas conscience qu'ils se battent, ils répondent et ils espèrent. Mais il faut remettre les pieds sur terre. Hein. Vous vous battez contre le fisc français, qui est un modèle du genre dans le monde entier. Dans le monde entier. Et il y a tous les États et gouvernements du monde qui viennent se former en France, où Bercy envoie des agents dans ces pays-là pendant des années pour les former. On a un des modèles les plus aboutis, les plus répressifs, les plus tout ce qu'on veut du monde, avec aucune considération, avec même des méthodes qui sont des méthodes de gangsters. De gangsters, où on vous prend de l'argent, on discute après, ça fait fermer des sociétés. C'est des méthodes quasi mafieuses. Et vous voulez vous battre contre ça? Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Pour toi, c'est un combat perdu d'avance. Bien sûr. Mais évidemment. C'est pas. Vous avez fraudé, vous allez payer. Jusque-là, ok, très bien, c'est normal. Vous n'avez pas fraudé, le fisc, il décide il vous prend l'argent. Allez vous défendre. Voilà. Vas-y. Lui dit que vous avez fraudé, et puis que c'est comme ça. Et puis il n'y avait pas de loi sur le poker avant. Bah maintenant il y en a une, voilà, c'est la leur. Allez-y. Et on va leur dire, ah oui, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas bon. Non, on en fout. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et puis il faut remettre les choses à leur place. On est qui, nous? On est des joueurs de poker. On va émouvoir l'opinion, les gens vont descendre dans la rue pour dire, ah oui, c'est pas juste, avant ils payaient pas d'impôts, personne ne leur a dit, ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas gardé leur comptabilité. C'est pas sympa pour eux, non, il faut leur enlever. On est qui? On n'est rien. On est des joueurs de poker face à des gens qui travaillent et qui ont l'impression que le poker c'est pas un travail, que c'est quasi du vol, que en tout cas sont des gens peut-être pas clairs, même si l'image a évolué, tout ce que tu veux. Mais on n'est pas des travailleurs. On est, tu vois, on peut pas être mis dans cette catégorie-là. On est des joueurs de bingo, des joueurs de casino. On est des voyous, il y a des espèces. Ouh là là, c'est le pire en France, ça, d'avoir des espèces. Tu vois? Donc, c'est bien fait pour nous. Ah ouais, il faut qu'on paye, c'est des salauds. Vous vous rendez compte? Sur un tournoi, ils peuvent gagner 50 000 euros, peut-être 100 000. Waouh! Et il veut pas payer d'impôts. Ah, le salaud. Mais moi, je lui prendrai tout. Voilà, mais c'est ça. C'est que ça. Donc, le fisc, il a aucune raison d'aller s'émouvoir. Et si jamais ça sort réellement, qui va soutenir les joueurs de poker? Et pour toi, là, le fisc, ça sonne un peu la fin de la récréation, là, pour toi? Bah, ça fait un moment que ça a sonné la fin de la récréation. Je sais pas, il y a quoi? Il y a plus de 200 joueurs français qui sont sous contrôle ou redressés, là, alors qu'ils essayent de batailler, d'épuiser certaines voies. Bon, c'est pour gagner du temps. Soit, c'est bien. On en est. Autant gagner du temps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, le jeune joueur français qui va être professionnel, il va être obligé de partir, il va bien être... sûr. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui veut vivre du poker aujourd'hui, en live ou online, parce que là aussi maintenant, je retrouve ce discours
avec les joueurs online qui est le même que celui que j'avais avec les joueurs live il y a 4-5 ans. Oh, sur le online. Oh, bon non, pas moi, ils viendront pas, pourquoi? Mais c'est aberrant d'entendre des discours comme ça. C'est des gens qui vont, dans quelques mois, semaines, années, qui vont pleurer. Comme pleurent des gens sur le live aujourd'hui. Ils se rendent pas compte, c'est de l'inconséquence totale. Donc, s'il y a des jeunes joueurs, ou pas des jeunes joueurs, mais des gens qui veulent vivre du poker aujourd'hui, c'est incompatible avec la France. Donc, bah oui, ils sont obligés de s'expatrier. Vous voulez vivre du poker, bah, évidemment. Vous êtes sur une profession qui est aujourd'hui, qu'on ne reconnaît pas, où vous ne pouvez quasiment rien déduire, où on prend votre chiffre d'affaires brut, qu'on va imputer, on va mettre même des pénalités là-dessus si vous ne déclarez pas, ou enfin, les frais, ils sont plus ou moins comptabilisés. Exactement. Donc c'est pas clair. On prend pas en compte vos pertes. On prend pas en compte le swap. On prend pas en compte le stacking. Bon, comment vous voulez vivre de ça? Et puis bah, quand vous gagnez un tournoi, et ben, quelles que soient vos pertes avant, et ben, on va vous prendre tout. Quand on sait déjà que pour vivre du poker, quel que soit le circuit qu'on fait, que ce soit un circuit international, un circuit français, regardez, c'est pas compliqué. Si vous êtes français, vous faites les petits tournois, enfin les petits tournois, comprenons-nous, les 1000, 1500, 2000 euros, vous faites ce circuit-là. Donc il y a suffisamment de tournois à l'année en France pour faire ça. C'est une saison qui va vous coûter combien? Ça va vous coûter facile 60 000 euros l'année. Facile. Quand vous mettez tout ensemble. Bon, 60 000 euros, c'est quoi? C'est souvent, grosso modo, entre la première et la deuxième place d'un de ces tournois. Donc pour être à jeu sur une année, il faut gagner tous les ans un tournoi. Pour être à jeu. Et là-dessus, maintenant, on va vous dire, on se fout de vos pertes, mais là, il va falloir payer je ne sais pas combien de pourcents là-dessus. Ben, comment vous faites? Alors il faut en gagner 2. Alors qui est-ce qui aujourd'hui, sur le circuit français comme sur le circuit international, peut dire, moi, je gagne 2 tournois par an pour faire les frais? C'est délirant. Donc, bah oui, clairement, les joueurs qui veulent vivre de ça, bah, ils vont à Londres, ils vont à Malte, ils vont au Maroc, ils s'en vont. C'est une attitude, pour moi, pleine de réflexion et qui est très logique. Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ah bah écoute, oui, on va s'énerver encore. On va s'énerver encore et on va parler un peu plus de toi encore. Ok, ça va.